bonjour à tous, je suis Philippe Mabi, je m'occupe un petit peu de la rédaction de La Tribune aux côtés de Laurence Bottero. Et on va être deux pour interviewer Olivier. Donc ce soir, Olivier Mathieu, enfin, dès aujourd'hui, d'ailleurs dès maintenant, et d'ailleurs Olivier est attendu dans moins d'une demi-heure, mais prudence sur la route, Olivier. Et donc avant de repartir pour The Camp, on voudrait que tu nous racontes un petit peu cette expérience The Camp que tu as repris, on le sait, après la disparition de Frédéric Chevalier depuis l'année dernière. Et le camp a ouvert depuis un an. C'est un espace, j'allais dire un tiers-lieu, un espace tout à fait original, unique en France. Comment est-ce qu'on arrive à faire vivre finalement l'écosystème dans un lieu comme The Camp, et quels sont les projets, qu'est-ce qui va se passer aussi un peu aujourd'hui pour ce premier anniversaire? Mais je suis ravi d'être parmi vous, et puis c'est vrai que le thème de la connectivité et de la Smart City est au cœur de nos préoccupations à The Camp. Alors c'est une journée de fête et de célébration parce qu'on fête les 1 an. Il a été inauguré le campus du futur le 28 septembre. Et alors à la suite du décès de son fondateur, qui était particulièrement visionnaire, Frédéric Chevalier, il y avait d'abord Jean-Paul Bailly qui avait pris la présidence d'une certaine manière par intérim, mais c'était un des grands patrons français emblématiques. Ça a permis de donner l'énergie à l'équipe de lancer ce campus. Et depuis 1 an, on a plus de 30 000, ce qu'on appelle nous campers, 30 000 personnes qui sont déjà passées, 32, 33 000, on fera les comptes à la fin du mois, mais enfin, qui sont déjà passés sur The Camp. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'impact qu'on a envie d'avoir autour d'une thématique que nous, on appelle Innovation for Good est très fort. Plus on a de personnes qui passent, plus on a de gens qui viennent suivre des projets, suivre des formations, suivre des programmes, plus on a une capacité de transformation de la société, parce qu'on se dit que finalement, pour transformer la société, il faut transformer les organisations. Pour transformer les organisations, il faut transformer les gens dans ces organisations. Et donc, pour transformer les gens, il faut qu'ils viennent à The Camp, parce qu'à The Camp, on a des méthodologies, on les a testées pendant cette sorte de V1. On est en train d'entamer la V2 de The Camp. La V1, c'était la première année qui nous a permis de tester plein de choses. Donc, depuis 1 an, il y a toutes ces personnes, tous ces cadres, ces jeunes, ces vieux, ces hommes, ces femmes, toute cette diversité qui s'est croisée sur le campus du futur. Et on a testé aussi déjà la mise en place de projets, on peut en parler de quelques-uns, qui rejoignent nos thématiques de la Smart City, la connectivité, des projets qui sont déjà en développement, dont certains seront eux-mêmes déployés dans l'année suivante, en 2019. Donc il y a vraiment un territoire d'expérimentation complètement visionnaire, mais il ne faut pas oublier que finalement, le point de départ, c'est cette folie. Aujourd'hui, c'est évidemment une célébration, donc il y a une grande fête, et vous êtes évidemment tous bienvenus. La Tribune est partenaire, et on relaie vraiment cette invitation. On attend plus de 1500 personnes aujourd'hui sur le site. On aura la présidente de la métropole, le président de la région. Je crois que Jean-Luc Jovin vient de me confirmer qu'il sera là aussi, donc le président de la Chambre de commerce. On a tous les VIP, mais aussi les présidents des grands groupes partenaires, parce que ce qu'on veut faire avec The Camp, il faut pas l'oublier, c'est un campus partagé. Donc un campus partagé, ça veut dire que finalement, d'une certaine manière, chaque grand groupe aujourd'hui, d'ailleurs public ou privé, peut créer son propre campus. On a toujours des besoins de formation, des besoins d'expérimentation, des besoins de laboratoire, et tout le monde en a, et c'est normal, on a besoin de former ces cadres, de transformer ces organisations. Mais l'innovation qui est absolument toute simple à raconter, mais pas facile à mettre en œuvre, c'est l'idée de créer un campus partagé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'idée que le collectif est plus fort, que ce qui les rassemble est plus fort que ce qui les sépare. Donc un certain nombre de grands groupes privés, si je commence à les citer, je risque d'en oublier quelques-uns, mais enfin on a justement certains qui ont été cités ce matin, comme Accor, Accenture, Cisco, Airbus, SNCF, La Poste, on a Sanofi, on a également la RATP, on en a beaucoup, la Maïf, le groupe Vive. Donc on a du secteur tertiaire, du secteur industriel, des transports, de l'hôtellerie, du service, de la restauration avec Sodexo également. Mais tous ces gens-là ont décidé de mettre en commun des moyens pour transformer la société, donc se transformer eux-mêmes en tant qu'organisation. Mais l'idée d'un campus partagé, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on décide de se rassembler, il y a une phrase de Pink Floyd que j'aime bien, qui est pour les amateurs de rock, qui est « Together we stand, divided we fall ». Il y a cette idée qui a été développée et qui est très importante dans le discours, notamment du professeur Moreno, à mon avis, c'est de se rappeler qu'il y a une colère qu'on doit garder vivante malgré tout. Évidemment, aujourd'hui, c'est une fête pour nous parce qu'on fête 1 an et on a envie d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Mais il y a une réelle colère et elle a été bien exprimée quand on parle de Smart City, quand on parle de concentration urbaine. On nous a rappelé que moins de 5% de la population humaine, terrienne, sur moins de 5% de la surface de la Terre, vit plus de 50%
des êtres humains. Donc plus d'un humain sur deux vit sur 3% de la surface. Et forcément, on va dans le mur. Et la réalité, c'est que si on ne crée pas des établissements comme The Camp, personne ne s'en préoccupe vraiment. On peut faire des conférences, on peut parler, on peut faire des think tanks, mais la réalité, c'est qu'il faut des lieux d'expérimentation, parce que aujourd'hui, quand on est dans une entreprise ou quand on est un homme politique, on est très souvent court-termiste. Et nous, on a envie de dire un peu merde au court terme. Attention, parce que le court terme, moi je suis aussi dans le groupe Rakuten, c'est une entreprise cotée et on doit donner des rapports financiers tous les quarters, par exemple, tous les trimestres. Quand on fait des rapports, quand on pense au reporting, au KPI, au dashboard des entreprises, forcément, on essaie d'optimiser les profits à la semaine, au mois, à l'année. Et on n'arrive pas du tout, encore moins dans le milieu des startups, à se projeter à 5 ans. Et quand on parle de la génération d'après, donc 20 ans après, personne n'y pense. Et la réalité, j'exprime cette colère, y compris vis-à-vis des hommes politiques. C'est-à-dire que la réalité, c'est quand on pense aux échéances électorales, par exemple, quand on discute avec des ministres, à la moitié du quinquennat, en général, ils vous disent « j'ai plus le temps maintenant, ma loi, elle passera pas de toute façon ». Donc finalement, à la moitié du quinquennat, ils posent la plume. Et donc effectivement, ça fait sourire parce qu'on parle de lenteur administrative, et c'est pas seulement en France, c'est vrai partout. On est tous obsédés par le court terme, on a beaucoup de mal à penser un monde dans lequel nos enfants pourraient encore avoir envie d'avoir des enfants. Et c'est une vraie problématique, parce qu'on a tous dit que c'était le plaisir de vivre ensemble. Le plaisir de vivre ensemble, il est très fortement corrélé à l'indice de natalité. Donc c'est une façon de penser la Smart City, c'est-à-dire après toutes les questions qui sont l'alimentaire, le transport, le mieux vivre ensemble, évidemment le recyclage, l'éducation. Dès qu'on parle de Smart City, on déroule une pelote qui est en fait la façon dont on vivra ensemble, dans quelles infrastructures, avec quel software, avec quel hardware plus tard. Justement, vous parlez de Smart City, The Camp s'en parle de la Smart City, mais notamment vous avez quand même choisi 3 thématiques précises dans la Smart City. Donc il y a notamment la mobilité. Alors la mobilité, c'est un des points principaux. On a, en plus, je le disais, on travaille avec Airbus, on a Air France, on a la RATP, on a SNCF et quelques autres partenaires occasionnels. Donc on a des projets très structurants. Par exemple, on a un projet dont on va montrer déjà le début dans cette journée d'anniversaire, qu'on appelle la Demoiselle. Ouais. C'est un projet de navette autonome. Alors Demoiselle tient son nom. Alors c'est le nom du rocher qui est aussi à côté de The Camp, puisqu'on est dans ce paysage un peu comme un Far West au pied de la montagne Sainte-Victoire, et donc on est en connexion avec la nature. Et l'idée de l'énergie électrique plus navette autonome associée aux technologies d'intelligence artificielle, ça nous permet de concevoir une navette avec nos partenaires qui permettra, comme on parlait tout à l'heure de POC, c'est un proof of concept. L'idée, c'est de construire un modèle qui permettra d'aller de la gare TGV d'Aix-en-Provence jusqu'à The Camp. Mais en fait, c'est une prouesse technologique incroyable parce qu'il faut passer par des nœuds autoroutiers, par de l'environnement urbain et par des routes beaucoup plus simples qui sont privatives. Et donc, on passe par différents environnements et il faut que l'intelligence artificielle, selon l'heure de la journée, selon le trafic, selon en gros l'arrivée du train, l'arrivée prévue, adapte en fait sa façon de conduire sans conducteur avec des énergies renouvelables et de manière complètement autonome. Donc c'est un des projets qui pourra, s'il fonctionne évidemment, faire de la région et de la métropole ici un projet pilote qu'on ne pourra pas, pourquoi pas, si ça fonctionne, et évidemment ça fonctionnera, ça prendra un peu de temps, mais on va en sortir une première version en 2019, être vendue ensuite à Hong Kong, à Singapour ou à Rio de Janeiro. Il y a un autre thème que vous abordez à The Camp, c'est la food tech. Pourquoi la food tech ? Une grande problématique qui se pose du fait de la concentration dans les mégalopoles, c'est comment on va nourrir tout le monde. Déjà aujourd'hui, des applications qui ont beaucoup de succès dans la traçabilité, sur les questions évidemment du bio, de la culture raisonnée. Enfin, en gros, tous les débats autour de la qualité de ce qu'on mange génèrent énormément de créativité et d'innovation de la part des startups. Les grands groupes se posent la question. Nous, par exemple, à The Camp, on a un partenariat très structurant avec la Sodexo qui utilise The Camp comme tout ce qu'on fait d'ailleurs par ailleurs. Notre piscine est expérimentale, l'énergie solaire et le recyclage, le potager de permaculture, enfin, le lieu lui-même est une salle de travaux pratiques. Et sur la restauration, en particulier avec Sodexo, on a réussi à faire un restaurant 100% végétarien. Alors pas végétalien, il y a quand même des œufs, du fromage, etc. Mais complètement équilibré, créatif, avec des chefs qui font des recettes hors du commun. Donc c'est aussi une expérience. Et moi j'aime bien les hamburgers par ailleurs, mais quand je mange à The Camp, j'ai plus l'impression que c'est impossible de me passer de viande rouge notamment. Et donc quand on réfléchit en termes écologiques, la nécessité de la concentration urbaine doit parfois nous poser des questions un peu
hors du cadre, out of the box. C'est-à-dire qu'on doit se demander comment on va se nourrir parce qu'on sera de plus en plus concentré. On ne peut pas faire venir le porc de Russie si on regarde le bilan carbone que ça représente et la qualité de l'alimentation. Donc comment est-ce qu'on peut manger plus proche? Donc on parle de locavore, manger plus végétarien, ça ne veut pas dire qu'il faut manger ou arrêter complètement de manger de la viande, mais il faut en manger moins probablement du fait de la concentration démographique. Il y a plein de questions qui se posent là-dessus et elles se posent du coup sur les circuits de production, les circuits de distribution et également ensuite les circuits de conception. Et finalement, derrière, ce sont des questions profondément culturelles. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on change notre façon de penser? Parce qu'encore une fois, si on n'imagine pas le long terme, on ne trouvera jamais les solutions. Alors évidemment, si on s'imagine tous mangeant des insectes plus tard, aujourd'hui on n'en a peut-être pas envie, mais il faut qu'on tente des expériences de ce genre-là pour justement prendre avec un peu d'audace le pari que forcément l'alimentation de demain ne sera plus exactement celle qu'on a aujourd'hui. Et forcément, celle qu'on a aujourd'hui, elle est issue un peu des 30 Glorieuses et la façon dont nos parents ont un peu gaspillé les ressources de la planète. Alors Olivier, il y a 3 grands modèles de Smart City finalement. Il y a le monde des GAFA. D'ailleurs, il y a un équivalent de The Camp, mais je sais que vous n'aimez pas la comparaison en Californie qu'on appelle la Singularity University, qui pense le monde très très loin, mais en même temps, on voit bien le modèle GAFA, c'est la domination par quelques grandes plateformes privées. Il y a le modèle chinois, c'est le modèle plutôt d'une domination par l'État, avec une forte emprise finalement, où les données et la technologie deviennent d'une certaine façon une forme de dictature, en tout cas quand on voit ce qui se passe en matière de sécurité en Chine. Et vous dites, on veut être Innovation for Good, donc vous voulez incarner une sorte de 3e voie, une vision différente. Comment est-ce qu'on peut échapper néanmoins, quand on voit la domination des acteurs que sont les GAFA d'un côté et les grands acteurs chinois, mais qui sont, on le sait, soutenus par le gouvernement, est-ce qu'on peut trouver une voie européenne pour développer une Smart City plus humaine ? C'est le dernier mot que vous avez dit qui est humaine. La réalité, c'est que, d'ailleurs, le président Macron a commencé à le porter. Hein, quand on parle de Make Your Planet Great Again, qui est un peu un contre-pied par rapport à Trump, ou quand on parle de Tech for Good, en invitant, même si ça a été controversé, les grands patrons des GAFA, en leur disant « vous avez une responsabilité », à minima, il joue son rôle en tant que président de la République et les autres leaders politiques européens ont intérêt à le faire en disant aux entreprises « vous avez aussi une responsabilité ». Donc effectivement, le modèle américain et le modèle chinois sont plutôt dominants. Et si vous repensez à cette petite phrase de Pink Floyd, « Together we stand », ça veut vraiment dire ce qu'on essaye de faire, et ça doit se jouer au niveau de l'Europe également, c'est qu'ensemble, on peut réussir. Donc effectivement, la coordination européenne, elle doit être fiscale, sociale, et ce serait un peu long dans le temps qui nous reste d'expliquer tout ce qu'il faudrait faire pour que l'Europe réussisse, parce que pour l'instant, elle n'a pas réussi, mais nous, on y croit fortement. Et ce qu'on essaie de faire ensuite sur un campus de quelques hectares, ici sur le territoire de la métropole et de la région sud, c'est finalement de rassembler à la fois de l'argent public et de l'argent privé de manière inédite, quelque chose qu'on ne sait pas faire ni aux États-Unis ni en Chine. Donc c'est ce campus partagé où il y a pour l'instant 16 partenaires privés, 16 partenaires privés, 3 partenaires publics. Moi j'ai pour ambition de les amener à une quarantaine de partenaires qui ensemble disent voilà, on peut construire par exemple un laboratoire IA partagé. Parce que sinon, on ne sera jamais aussi fort seul face à Google ou à Facebook. C'est avec des Européens, des partenaires européens? On peut avoir des Américains à condition qu'ils soient présents et intéressés par le développement économique en France et en Europe. Cisco est un très très grand fervent admirateur justement du dynamisme entrepreneurial américain. Donc typiquement, on a Cisco Accenture. C'est une boîte qui a un ADN qui est très fortement ancré dans des valeurs humaines et dans le nouveau contrat social que les entreprises doivent écrire. Donc on a un certain nombre de partenaires qui peuvent être européens ou américains dans certains cas, mais qui sont intéressés par les valeurs humanistes qu'on essaie de porter, qui est une vision réellement de travailler ensemble. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas être un business. Innovation for Good, c'est un business. Hein. Derrière, on peut gagner de l'argent. En revanche, on gagne de l'argent en pensant un petit peu plus loin que la semaine, le mois ou le quarter. Dans un an, The Camp aura évolué comment ? Je pense qu'on aura probablement connu une croissance d'au moins 30%. On est vraiment en phase d'hypercroissance. Comme je vous l'ai dit, on a déjà reçu plus de 30 000 personnes. Et après, l'idée aussi, c'est d'arriver à projeter The Camp ailleurs, donc d'avoir des mini The Camp. Donc on est par exemple en train de discuter avec l'exposition universelle de Dubaï pour voir si on ne pourrait pas avoir un pavillon français en partie habité par The Camp. Et puis on discute avec d'autres endroits. J'étais aussi au DLD, on en parlait avec la métropole et la région au DLD à Tel Aviv. Donc on va créer des liens de plus en plus internationaux, parce que la start-up nation emblématique, si on veut arrêter de se comparer aux États-Unis, c'est probablement Tel Aviv et ce qui se passe en Israël, qui est un lieu proche de nous, c'est la Méditerranée, c'est beaucoup d'excellence universitaire. Donc nous, on est en train de signer un partenariat aussi avec l'AMU, l'ex-Marseille Université, et on veut relier les liens entre
tous les connecting the dots, vous voyez, c'est hyper important pour nous, c'est la connectivité, c'est l'université, la région, la métropole, pour que cette notion de salle de travaux pratiques expérimentale puisse devenir de plus en plus forte et peut-être ensuite l'exporter aussi vers l'Afrique, peut-être l'exporter vers d'autres villes méditerranéennes. Très bien, eh bien donc rendez-vous dans un an, Olivier, à Smart City Marseille pour faire le bilan. Merci beaucoup.